Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Comment vas-tu? Ça va bien. Écoute, pratique du Canadien Provigo ce dimanche, une Okay, première pour mon déjà fils. là-dessus, toi, c'est bon, j'étais pour t'y amener, mais on voit des images présentement. Ben oui, écoute, Comment, ça a été... comment Léo a aimé ça? Ben, au début, on a dû s'adapter à l'environnement du Centre Bell hein, pour un enfant de 13 mois. C'était assez impressionnant. Ben oui. Mais ça a bien été. On peut le voir sur les images avec sa toute nouvelle casquette du Canadien. Alex dansait, regardait partout. C'était un bon spectacle. Faut que j'amène ma fille. Tu sais, nous autres, on a les billets de saison, puis le samedi, ça ne donne jamais. Faut que je l'amène. Oui. C'est parce que la semaine, c'est compliqué, là. Sérieusement, tu sais, t'es pas couché avant 10 heures. Tu sais, elle a quand même juste 6 ans. Oui, oui. Mais je vais l'amener. On ira ensemble l'an prochain? Oui, c'est bon. J'aime ça. Je vais l'amener. Victoria, je te promets, puis Juliane aussi, naturellement. Il faut que je te parle de golf. T'as-tu écouté un peu la fin? Parce que c'est Bubba Watson qui a remporté, mais... Le Norton Trust Open. Exact. Et c'était un petit jeune là, qui était là. Je votais pour... Qu'est-ce qui s'est passé? Son nom me revient Oui, mais en tout cas, écoute, il y a 4 millions... Aucun gain sur le PGA Tour. C'est ça, puis il y a 4 millions de gains à vie depuis 2008. Ah ouais. Alors, je faisais le calcul, je voyais bien que le gars sortait de nulle part, mais... Il s'est effondré, Alex. C'est ça, s'est effondré, parce qu'il menait à moins 15 au 16e. C'est effondré. McIlroy s'est effondré. Bubba, fidèle à lui-même, avec sa technique unique à lui-même également. Non, c'est ça. Les jeunes, prenez pas, allez pas sur YouTube pour peaufiner votre style de golfeur. C'est zéro, là. Écoute, regardez les élans de Dustin Johnson, de Rory McIlroy, de Adam Scott qui a été dans la course jusqu'à la fin. Jordan Spieth, ça, c'est des élans... Lui, tu vois que Jordan Spieth, là, ça va être dans la classe de Tiger parce que il me fait penser à lui. Il joue pas, hein, là. Tu as vu que là, il prend ça relax. Ouais. C'est pas important. Regarde bien le Master. Exact. Puis là, on le verra pas. Puis le Pape va arriver au Masters, va le gagner. Puis après ça, juste les tournois, comme Tiger. Ça, Alex, on est en camp d'entraînement pour le Master, des tournois comme ça. C'est ça, mais non, mais tu le vois pas vraiment. Fait que, tu sais, tandis que Phil, il est toujours là. C'était des pieds égales. Oui. Mais je l'aime bien, Jordan Spieth. Honnêtement, tu sais, puis je vais tout de suite rentrer là-dessus sur l'émission de cette semaine parce qu'on va parler de hockey adapté. Tu sais que lui, il a un jeune frère ou une sœur. Une sœur qui est handicapée. Oui. Et il en prend soin énormément. Le gars a le cœur sur la main, le cœur à la bonne place. Et j'aime ça. Oui. Honnêtement, il ne se prend pas pour un autre. Rory McIlroy également. Ils ne font pas trop de frasques. Non, les gars sont assez terre à terre. Ils sont terre à terre. Alors, j'ai hâte que ça recommence. Là, je le fais. Mais le problème, c'est que ça se termine tard parce qu'ils sont dans l'Ouest. Oui. Quand ils reviennent dans l'Est, au moins, tu écoutes ça l'après-midi tranquille. Ça finit vers 3-4 heures. Mais en tout cas, quoi le Masters s'en vient, Alex. Le Masters s'en vient au mois d'avril. Bien content. Bien hâte. François, belle émission cette semaine. Et tantôt, sérieusement, j'étais... écoutez, tu sais, des fois, pendant les entrevues, je parle avec mon invité, mais là, on était 100 dans l'entrevue avec vous autres. Quelle belle initiative. Le monsieur se donne à 100 c'est incroyable. Karel Brossard qui est avec nous, Alexandre, qui a parti le programme de hockey adapté du Haut-Richelieu. C'est vraiment un programme, on se réunit à tous les samedis matins. C'est des jeunes enfants autistes de partout en Montérégie parce que c'est le seul programme, malheureusement. Mais là, on essaie de planter des arbres un petit peu un peu partout pour qu'il puisse avoir une certaine petite compétition, certains clubs. Mais non, entrevue très touchante avec Karel. On était bien contents de le recevoir. Tu sais, il en parle dans l'entrevue, je vais vous laisser le découvrir, mais 3 enfants, dont 2 autistes. Sérieusement, là, moi, je leur lève mon chapeau. Une entrevue remplie d'émotions. S'implique avec les enfants. Une belle histoire. Vraiment. Toi, on va parler de plein air avec un habitué de l'émission. Avec un habitué, François Laramé, c'est rendu un ami. Hein, et puis, écoute, il faut s'arrêter parce que sinon, on parlerait pendant des heures et des heures. Fort intéressant, encore une fois. Et encore une fois, Sport Express, ce sera une émission fort intéressante. Alors, on s'arrête tout de suite parce qu'à la fin, on n'a pas le choix de parler de NASCAR. C'était le Daytona 500. Mais non, en plus, c'était le Daytona 500. Alors, on s'arrête et au retour, l'entrevue que François a réalisée avec Karel Brossard. À tous les samedis matins à l'Aréna municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu, un groupe de jeunes enfants autistes se regroupe pour jouer au hockey. On a l'instigateur du projet de hockey au Richelieu qui est avec nous, hockey adapté, Karel Brossard. Salut, Karel. Bonjour, François. Bienvenue à Sport Express. Merci. Karel, comment a commencé l'aventure de hockey adapté du Haut-Richelieu? Mais l'aventure a commencé que j'ai 2 enfants autistes à la maison. Un de 9 ans puis un de 12 ans. Okay. Mon jeune de 9 ans, lui, il joue dans la Ligue hockey mineur, puis je coach aussi pour le hockey mineur. Okay. Mon plus vieux de 12 ans, lui, il n'y avait pas d'intérêt de hockey jusqu'à temps que son frère joue au hockey, puis il voyait l'attention qu'il y avait de mon oncle, ma tante, de tous ses amis autour de lui. Fait qu'il a commencé à avoir de l'intérêt.
Puis il m'a demandé de papa, j'aimerais ça jouer au hockey. Puis je dis ben, regarde, Nathan, il dit tu peux pas parce que il n'y a pas d'association pour les personnes autistes qui ont plus de misère à s'adapter avec les personnes puis socialiser. Fait que je disais il ne pouvait pas. Fait que maintenant, il me dit papa, il dit pourquoi je peux pas? Je dis là, c'est là que j'ai vu que c'était vraiment il fallait que tu fasses quelque chose pour essayer de remédier à la situation. Exactement. Fait que ça faisait 3 ans, 4 ans que j'étais coach à la Ligue hockey mineur. J'avais quand même des plugs puis tout, un peu partout dans la Ligue. J'ai commencé à poser des questions, puis il disait que ça serait peut-être une bonne idée que les enfants autistes puissent partir, à essayer d'avoir une équipe. Fait que là, de bouche à oreille, un peu, j'ai parlé. Fait que c'est de même que ça a développé la Ligue hockey mineur, l'équipe de hockey mineur, de hockey adapté à Saint-Jean. Oui, exactement. Là, j'imagine que le hockey mineur de Saint-Jean-sur-Richelieu t'a quand même donné un bon coup de main là, pour essayer de partir ton projet. Oui, merci à eux autres aussi, parce qu'ils nous ont donné un bon coup de main au début de l'année. De l'année passée. C'est grâce à eux autres qu'on a des glaces une fois par semaine à 9 h à l'aréna municipale à Saint-Jean. Puis ils nous ont donné aussi des chandails des Lynx, vu que les Lynx ont été enlevés de Saint-Jean. Fait que c'est grâce à ça, eux autres aussi, ils nous ont donné des bouteilles d'eau, des rondelles. Toute la même affaire que le hockey mineur. Comme une équipe normale, dans le fond, une ligue normale. On fait partie de la Ligue hockey mineur. Parle-moi un petit peu, Karel, le rassemblement des jeunes le samedi matin. Comment tu as fait pour faire la prospection, pour recruter les jeunes? Parce qu'on en parlait un petit peu tantôt hors caméra. Il y a des parents, des fois, peut-être, qui ne veulent pas avouer, qui ne veulent pas réaliser peut-être que leur enfant est autiste. Ils vont l'inscrire au hockey mineur. Ils se rendent compte que l'enfant n'est pas capable de suivre, malheureusement. Comment tu as réussi à pouvoir convaincre ces parents-là puis les amener avec toi, avec leurs enfants? Bien, j'ai pas été vraiment à aller chercher. Ces autres plus sont venus nous voir en partie parce qu'avec la publicité qu'on a été capable de faire, nous autres, vu qu'on avait des enfants autistes, on faisait affaire avec une association SRCOR. C'est par eux autres qu'on a passé. Qui est le renfort, c'est ça? Exactement. Puis on a fait de la publicité avec eux autres. Puis eux autres, il y avait déjà les adresses, toutes les personnes sources à aller chercher. Puis on a de bouche à oreille aussi. Fait que sont venus nous voir. L'année passée, quand on a commencé, on avait 12 jeunes. Fait que là, cette année, on est rendu avec 27 jeunes, et dont la moitié de l'extérieur de Saint-Jean. Fait que c'est vraiment du bouche à oreille qui fait beaucoup de publicité en ce moment. Là, tu me parles la moitié de l'extérieur de Saint-Jean. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il n'y a pas d'autres rassemblements comme le vôtre à travers la Montérégie? Non. C'est juste ici que ça se passe? Exactement. Nous autres, à date, là, on a fait beaucoup de recherches, puis on n'a pas trouvé d'équipe qui était capable, d'équipe de hockey adaptée d'autistes sans déficience intellectuelle au Québec à date. Fait qu'on a fait beaucoup de recherches. On est allé au Salon de l'autisme aussi en septembre, puis on s'est fait voir là. Puis il n'y a pas personne qui est capable de nous dire qu'il était capable d'avoir une équipe de la même niveau que nous, à peu près, là, pour jouer un contre l'autre. Est-ce que c'est dans les projets futurs d'essayer, tu sais, que les autres régions, on parlait avec François Laramé, qui va être dans l'émission tantôt avec nous, qui vient du secteur dans le coin de Longueuil. C'est un bassin important. C'est sûr que des jeunes autistes, il y en a partout. Est-ce qu'il pourrait y avoir un jour peut-être une petite ligue, si on veut, de jeunes enfants autistes qui vont pouvoir jouer? Bien oui, c'est le but qu'on veut faire. C'est souvent parce qu'il n'y a pas juste des personnes autistes, il n'y en a pas juste à Saint-Jean, il y en a partout. Nous autres, on vise vraiment, là, il y a une madame là, qui joue justement avec nous autres, là, son garçon est avec nous autres, une madame de Varennes. Elle est en train de travailler très fort pour essayer de partir ça dans la région de Varennes. Aussi, Marieville, on est en train de travailler fort là-dessus. Saint-Hubert, on va travailler fort aussi. Fait il n'y a pas eu de positif encore, mais on est en train de discuter pour avoir des portes ouvertes. Vous êtes sur la bonne voie. Oui, on est sur la bonne voie. Nous autres, la publicité qu'on veut faire, on va aller chercher le monde. On est en train de regarder pour avoir 1h30 de glace, pour aller faire des portes ouvertes dans les régions qu'on veut visiter, qu'on veut cibler, qu'on sait qu'on est capable de partir une équipe de hockey adaptée dans cette région-là. On ferait des portes ouvertes. On amène notre équipe là, on fait une démonstration de l'évolution des enfants. Puis, on emmène aussi les enfants. La publicité qu'on fait, c'est qu'on veut les emmener avec nous sur la glace. Mes joueurs à nous de Saint-Jean, ils prennent sur leur aile les jeunes qui viennent des nouveaux. Ils embarquent, ils font la pratique avec eux autres. Puis, après 1 heure de pratique, on demande aux nouveaux de débarquer pour que mes vieux, à moi, les personnes de Saint-Jean, jouent une game. Les vétérans. Les vétérans, exactement. Jouent une game d'une demi-heure pour leur montrer à quel niveau ils sont rendus, l'évolution qu'ils ont faite au courant de l'année. C'est le but qu'on veut faire pour leur montrer, garder. Il y a de la possibilité qu'on est capable de partir une équipe dans votre région aussi. Là,
c'est quelque chose... Ça s'en vient. Ça s'en vient, on l'espère. Oui, exact. Rapidement, explique-moi comment ça se passe pour les jeunes là, à chaque samedi. Est-ce que c'est tout le temps du jeu? Vous faites une pratique? Toi, tu es entraîneur, tu leur apprends les rudiments du jeu? Oui, bien là, moi, je suis entraîneur, mais là, on est rendu avec un entraîneur-chef. Okay. J'ai comme délaissé l'entraîneur-chef pour pouvoir essayer de partir ça un peu partout. Puis j'ai Steve Paradis qui est avec nous, puis c'est lui qui est coach en chef. Puis là, il est rendu qu'il est capable de travailler autonome. J'ai aidé pas mal à faire une formation. Fait que, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? Le travail qu'on fait, c'est on fait un peu de pratique. On met des... C'est l'initiation au hockey. Okay. Nous, on sépare ça en 3 groupes. Le premier groupe, c'est avec une base de patin. Les jeunes qui sont capables de patiner, qui ont un équilibre, ils patinent de reculons, on leur montre la technique de patin. Le deuxième groupe, eux autres, sont plus initiation. C'est ceux qui ont des cerceaux, des chaises. Qui commencent. On essaye de leur donner de l'équilibre, un peu de structure de patin. Le but, c'est d'enlever le cerceau, puis d'essayer de dire, regardez, vous êtes capable de patiner. Et le groupe 3, c'est vraiment la base de hockey. On leur montre la technique de hockey, contrôle de rondelle, maniement de rondelle avant, reculons, freinage. C'est vraiment la base du hockey. Karel, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de travailler avec, je sais bien que tu me dis que tu as 2 enfants qui sont autistes, mais de travailler avec un groupe comme ça, on avait vu le reportage que tu as donné à RDS, à Yannick Lévesque, qui était extraordinaire. Tu voyais les jeunes enfants qui n'ont pas de malice, hein? C'est des bons jeunes qui appréciaient. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de pouvoir être la personne qui a amené ça ici? Bien, moi, c'est... j'ai pas beaucoup de mérite. C'est plus pour les enfants. Oui. De voir les enfants heureux, là, pour toi, c'est une... C'est ma Coupe Stanley. C'est ta Coupe Stanley, hein? Ah, ouais. Parce que nous autres, j'ai vu l'évolution, je les ai vus du début de la saison, j'ai vu jusqu'à la fin de la saison. Ouais. On voit la magie dans les yeux à tous les matins. Je leur demande d'arriver 45 minutes d'avance, ils ont 1 heure d'avance, ils sont avant déjà moi. Les patins des pieds, puis... Ils sont prêts, puis c'est quoi qu'on fait ou fait qu'eux autres, c'est vraiment... c'est magique dans cette chambre-là. Ouais. Les jeunes, ils n'ont aucune malice, comme vous dites. Ils ont des amis, ils s'assient, ils rentrent, ils jasent dans la chambre, ils s'habillent. Les parents sont là. Aussi, c'est la magie des parents, parce que les parents, ils voient tout le bonheur que les enfants ont. Parce qu'en réalité, il faut vraiment comprendre que les enfants, ils se sont fait dire non. Eux autres aussi, dire qu'ils ne pouvaient pas jouer au hockey. Puis il y a des jeunes, là, à l'âge de 3-4 ans, ils avaient le signe du Canadien sur le cœur, puis ils voulaient embarquer sur la glace, puis il n'y avait pas d'appartenance, mais là, ils ont une appartenance. Mais eux autres, ils réalisent leurs rêves aussi. Hein. Ils réalisent leurs rêves, puis là, ils patinent sur la glace, ils vont à leur vitesse, ils évoluent à leur vitesse. Et qu'est-ce qui fait le hockey adapté? C'est qu'il n'y a pas d'obligation. Viens avec nous, embarque sur la glace, on va te donner la formation que tu as besoin, tu vas évoluer. Tu es dans le groupe 2, on va t'envoyer dans le groupe 1, après on va t'embarquer dans le groupe 3, tu vas faire des games, tu vas avoir un petit trophée à la fin de la saison, tu vas avoir une Coupe Stanley. C'est comme tout le monde, hein? Exactement. On a acheté une petite coupe Stanley. C'est une coupe Stanley. Okay. C'est une coupe avec qu'on leur donne eux autres à l'équipe au complet à la fin de l'année aussi. Fait que c'est leur coupe Stanley, ils sont heureux. Je suis persuadé qu'il y en a des jeunes que tu vois au début d'année, ils sont gênés, ils sont timides, ils ne savent pas trop, puis à la fin de l'année, c'est une récompense pour toi de les voir se mêler au groupe. Exactement. Pour les autres parents aussi. Hein? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui voudraient bien que leurs jeunes jouent au hockey, mais à cause qu'ils sont autistes, on ne sait pas s'ils vont aimer ça. Mais nous autres, on donne la chance d'essayer. Regardez, venez l'essayer 2-3 semaines, si ça marche, correct, embarquez. Si ça ne marche pas, mais au moins, on va l'avoir essayé. On est là pour les essayer. On est là, puis les parents aussi, si vous êtes intéressés, vous n'êtes pas sûr, vous voulez embarquer sur la glace, mais il y a certains parents qui sont sur la glace en ce moment, dans le groupe 2 surtout, c'est du 1 pour 1. Les parents, les papas, surtout les papas sont avec leurs enfants, ils nous aident, on leur dit quoi faire, leur montrer les exercices à faire, puis ils font avec leur enfant. Un coup qu'ils savent, mais le parent il débarque, puis au moins il se laisse, c'est d'autres staffs dans le groupe 1, dans le groupe 3 qui sont capables de les prendre en main. Là. Puis les gars, ils font vraiment une belle job, puis les enfants, c'est magique. Les enfants capotent, hein? Karel, c'est tout le temps qu'on a. Si les gens veulent s'inscrire au hockey, veulent avoir plus d'informations, la meilleure façon de communiquer avec toi ou avec... Oui, la meilleure façon, nous autres, on a une page Facebook, page Facebook Hockey Adapté. Nos coordonnées sont toutes là, vous êtes capable de nous rejoindre là. On est en train de préparer, faire une page Internet aussi pour avoir plus de démarches puis plus de visibilité là, pour le hockey adapté. Bien, Karel, écoute, je te lève mon chapeau. Félicitations pour tout le travail que tu fais. C'est quelque chose qui est très apprécié au nom de tous les parents
je te lève mon chapeau. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express. Vous le reconnaissez, c'est un habitué de l'émission. François Laramie est avec nous. Salut François. Salut Alexandre. François, les gens le savent, quand on se met à parler, nous autres, ça prend à peu près 20, 25, 30 minutes. Alors, on a décidé de faire 2 chroniques encore une fois cette année. On n'aime pas ça, mais juste un peu. C'est ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir François la semaine prochaine. Cette semaine, on va parler de la saison de ski. On va se dire tout de suite, elle a été catastrophique. Et d'activités à faire dans la semaine de relâche, parce que ça sent bien. Puis la semaine prochaine, on parlera de golf, puis on parlera de chasse et pêche un peu. C'est correct pour toi? C'est bon. Parfait. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. C'est sûr que c'est bon pour moi. Écoute, François, on va parler du ski. Premièrement, voilà. Ça n'a pas de bon sens. Puis on a reçu Michel Couture en début de saison, vers le octobre, novembre, je ne me souviens plus trop, mais c'était déjà catastrophique parce qu'on voyait ça s'en venir, puis il neigeait pas, puis tout ça. Exact. Mais ça ne s'est pas amélioré. Bien, c'est ça. Tu sais, si on fait un bilan depuis le début de la saison, ça a été, tu parles de catastrophe. Disons que c'est une très mauvaise saison. Ouais. On se rappellera que le 26 décembre, on n'avait pas encore de neige. Il n'y avait personne sur les pistes, ou à peu près. D'ailleurs, le golfe de la Colle était encore ouvert le 26 décembre. On s'en rappellera aussi. Donc, le début de saison était très mauvais. Une saison de ski, ça se divise pas mal en 3 parties, si tu veux. Il y a le temps des fêtes, c'est 30-35 du chiffre d'affaires d'une station. Le reste de la saison, peut-être environ de 30 et la troisième partie, bien, c'est ce qui s'en vient, c'est la relâche scolaire. Alors, quand tu manques ton coup et quand tu passes à côté de ton début de saison, tu viens entre guillemets, de scraper 30 de ta saison. Alors oui, c'était un mauvais début de saison. L'hiver qui s'est poursuivi, si on peut appeler ça un hiver, n'a pas été drôle non plus parce que c'est de la pluie, c'est du temps chaud. Ça n'a même pas permis aux stations de faire de la neige de façon correcte dans la majorité des cas. Si on fait exception peut-être de Saint-Bruno, justement. C'est une sommité en la matière. Mais tu sais, c'est ça le pire. La plus belle fin de semaine de l'hiver, c'était la fin de semaine passée. Il faisait moins 35. Pas de cours de ski à Saint-Bruno. Moi, comme tu vois, j'étais à Cuba. Non, je sais, puis ça paraît, là, parce que c'est pas du fond de teint. Non, c'est pas du fond de teint. Tu fais suer CHIER, François, tu reviens dessus, mais c'est ça pareil. Mais je suis allé faire du plein air parce que je suis allé à la pêche. Bien. Évidemment. C'est quand même bien. Mes enfants. Mais il faisait chaud, tandis que ce que je veux dire, c'est que, écoute, en fin de semaine passée, ça a été pas celle qui vient de passer, mais l'autre, ça a été extraordinaire. Moins 35, ça exact, pas de bon c'est ça. C'est tout l'un ou tout l'autre. Ouais. Alors, tout ça pour dire qu'on en est maintenant à la fin du mois de février. Il y a des stations qui n'ont pas encore ouvert à 100 leur domaine skiable depuis le début de la saison. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as déjà vu ça? Non. À ce moment-ci de la saison, j'ai déjà vu des saisons démarrer au mi-janvier. Mais là, on est à la fin février, le mois de mars, dans quelques heures, et tu as des stations qui ne sont pas en opération complète. En fin de semaine, écoute, Alexandre, j'ai un ami qui me racontait qu'ils ont skié à RZ. Tu sais, en fin de semaine, il a fait quand même... il a fait mauvais, mais il a fait aussi un peu chaud. Il y a eu de la pluie. Et il y avait des pans de certaines pistes qui s'effritaient complètement. Wow. La neige partait. Alors, je pense qu'il y avait 16 pistes du côté d'RZ. En fin de semaine, à Sutton, par exemple, tu avais une cinquantaine de pistes sur 60. On n'est pas en opération complète. À Bromont, écoute, on est mercredi aujourd'hui. Lundi, il y avait 43 pistes ouvertes sur 115. On force un peu partout. 50 du domaine skiable, c'est incroyable. Mi-février, ça n'a pas de bon sens. Les seuls qui s'en tirent bien, je te le disais tantôt, c'est Saint-Bruno, qui, avec leur capacité d'enneigement, la montagne est petite, on s'entend, ils ont réussi à neiger assez rapidement, assez facilement en montagne, mais n'en demeure pas moins que l'achalandage n'est pas là. Moi, je suis allé au moins 5 fois cette année à Saint-Bruno et l'achalandage n'est pas là cette année. Il n'y a pas grand monde. Puis là, écoute, on est mercredi aujourd'hui. Demain, bon, il y a une dépression en provenance des États-Unis, mais on ne sait même pas ce qui s'en vient. C'est-tu de la neige ou de la pluie? Il annonce peut-être 8 degrés. C'est incroyable. C'est ce que je regardais. Il annonce un peu des deux. Là. Il annonce un 10-15 cm de neige, il annonce un 15 cm de pluie. 15 mm de pluie, 15 mm, oui, de pluie. Alors, ça ne sera pas drôle encore en termes de conditions de ski. Mais tout ça pour dire qu'on en est là dans la saison. La fameuse période et la période stratégique de la relâche scolaire
risque de sauver la mise un petit peu parce que là, les prévisions météo, ça devrait, écoute, là, ça devrait être plus hivernal un peu au cours de la semaine qui s'en vient. Mais cela dit, c'est pas une bonne saison de ski. Il ne faut pas s'empêcher d'y aller, mais il ne faut pas s'attendre à des conditions paradisiaques comme on a connu, puis aller skier dans la Poudreuse. Ça a l'air que ce n'est pas cette année que ça va se passer. Puis le problème, c'est que ça a des répercussions sur tout le monde. As-tu envie de changer tes skis cette année? Tu vas-tu investir 1 1500 $? Alexandre, je n'ai pas eu le choix parce que j'ai scrappé une paire de skis à Sutton. C'est ça, mais à part ça... Parce qu'il y avait de la roche, puis justement, à cause des mauvaises conditions de cette année, c'est plus difficile ces équipements, mais non, tu n'as pas le choix. Puis je te dirais que toutes les activités de plein air et tous les sports de plein air et tout ce qui gravite en termes d'activité économique autour des sports d'hiver en souffrent énormément. Là, il y a 2 semaines, je suis allé au Salon de la pourvoirie à Montréal. Je jasais un peu avec le pourvoyeur qu'on connaît bien, Réal Massé, qui, écoute, c'est à peine s'il grimpait pas là, sur son comptoir, tellement il était choqué. Puis je répéterai pas les mots, mais il y avait quelques gros mots qui sortaient parce qu'il disait on vient de partir de la pourvoirie, il dit il y a 2 chambres de louer. On n'a pas de motoneigiste, il n'y a pas de neige. Ah non, c'est zéro, exact. Alors, eux aussi en souffrent énormément. On vient de parler des centres de ski. Les centres de ski de fond aussi. À Saint-Bruno, ils n'ont pas d'achalandage, évidemment, au Parc national du Mont-Saint-Bruno, parce que les pistes sont dans un mauvais état, inévitablement à cause de la température. Cela dit, que veux-tu, on vit avec Mère Nature, on vit avec les aléas de Mère Nature. Il me semble que cette année, je ne sais pas si El Niño va nous suivre comme ça toutes les années, mais c'est, tu sais, en fin de semaine, ma plus jeune, moi, ma plus vieille joue au hockey, tu sais, puis ma plus jeune, non, elle voulait aller patiner. Je savais qu'on ne pouvait pas, mais bon, à cet âge-là, elle s'obstinait, 4 ans et demi, alors je dis, viens-t'en, Julienne, on va aller voir. Elle ne tient pas de son père? Un peu peut-être. Sa mère, tu m'as dit. Oui, c'est ça, exactement, merci. Et tu sais ce que les jeunes faisaient sur les glaces à l'extérieur, jouer au soccer? Ah oui. Il n'y a pas de glace. C'est ça. Toute l'activité de plein air en est ainsi. Je reviens, par exemple, sur Sutton. On en a parlé tantôt, qui n'était pas en opération complète à cause des conditions, mais la nouvelle cette année, c'est que la station a été vendue. OK. La station a été vendue. Il y a le directeur général de la station, c'est M. Ryan. Est-ce que ça a été vendu à des intérêts canadiens ou québécois? Québécois, je te dirais Suttonois. OK. Jean-Michel Ryan, qui est le directeur général de la station depuis 9 ans, c'est porté acquéreur. Tu sais, Sutton, c'est un petit peu mythique dans le coin. C'est une station qui a plus de 50 ans. Ça a toujours été détenu par une famille, un peu comme Bromont appartient aux Désourdis. C'est ça. Sutton, c'est la famille Boulanger à qui appartient la station. Une belle station de ski, évidemment, mais vieillissante un peu. Alors, ce sont trois acquéreurs qui ont acheté la station et qui ont des projets. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des projets de développement. Ils veulent évidemment améliorer la qualité de l'enneigement de la montagne, ce qui est important. L'autre chose aussi, l'entretien, parce que Sutton, autant c'est magnifique quand tu as une bonne bordée de neige, autant c'est difficile, puis parle-en à mes skis. quand il n'y a pas beaucoup de neige, les sous-bois, tu sais, l'entretien est un peu difficile. Oui. Alors, ça devrait donner un petit boom à la station de Mont-Sutton à partir de l'an prochain. Les gars ont un plan de déploiement et de développement pour 3 ans. C'est bien que ça soit resté ici parce que trop souvent maintenant, c'est les Américains qui s'en viennent. Surtout avec la faiblesse de l'or canadien, ça aurait pu peut-être les inciter, mais en tout cas, bien content que... Oui, il y a eu, bien écoute, dans le fond, à Sutton, c'est parce que ça fait 10 ans qu'il y a des rumeurs de vente. Et je pense que tout le monde y a passé. Là. Sauf que là, c'est fait, c'est officiel. Alors, la station a été vendue. Ça devrait se traduire, comme je te dis, par des améliorations. Juste vite comme ça, parce que ça s'en vient, puis il ne reste plus beaucoup de temps. La relâche s'en vient, mais on va terminer là-dessus. Si j'ai envie d'aller à RZ, je sais qu'il y a des bonbons ici. Si je suis à toi, j'irai ailleurs. Non, je sais, mais est-ce que le dollar est au pair? C'est juste quelqu'un comme ça? RZ, c'est au Québec. Excuse-moi pas. JP, excuse-moi. JP a historiquement l'habitude d'accepter le dollar au pair, même si actuellement on est à 30 quelques %. C'est pour ça que je te posais la question. Puis je termine en disant, restez ici. Là, on a des belles stations de ski, puis au contraire, il faut aller encourager Michel Couture. Mais si on va aller aux États-Unis, d'après toi, c'est au pair? Dans le cas de JP, oui. Okay. Ça a toujours été, ils ont toujours accepté au pair, même dans les mauvaises années où il y a vraiment une grosse différence. Parle-nous d'activités à faire, justement. Oui, puis je l'ai dit à Saint-Bruno, si jamais ça vous tente, si jamais il y a de nos téléspectateurs qui veulent faire partie du groupe de moniteurs l'an prochain, Saint-Bruno recherche des moniteurs actuellement. The best place in the world, c'est la meilleure place. C'est la plus grosse école de ski au Canada. Tu veux travailler là. Oui. C'est une bonne gang, c'est une belle gang. C'est une pépinière du ski au Québec, le Mont-Saint-Bruno. Alors, ça vaut la peine d'investir et de s'investir un peu là-dedans. C'est une belle gang, effectivement. Écoute, on n'a plus de temps.
OK. La semaine prochaine, on va parler de la semaine de relâche. Puis on va avoir plus de temps. Là, je vais chicaner François. Parce que quoi qu'il l'entrevue tantôt avec le hockey adapté, on n'avait pas le choix de dépasser parce que c'était fort intéressant. Mais la semaine prochaine, on se garde 2 minutes de plus. On va parler de la relâche. On va parler de golf un peu puis de chasse et pêche. Merci François, à la semaine prochaine. C'était un plaisir. François? Il y avait du NASCAR, Alex. Je sais que tu es content, mais à la limite, c'est le seul... Ah, le Daytona 500, là. C'est ça, c'est le seul mercredi où je suis content d'en parler. Alors, c'était la présentation dimanche dernier de la course la plus prestigieuse de la série Sprint de NASCAR. C'était le Daytona 500. Et Denny Hamlin, François, le vainqueur de la Coupe Sprint Unlimited de samedi dernier, eh bien, c'est lui qui a récidivé et il a remporté le Daytona 500. Hamlin a mené 95 des 200 tours, François. Donc, il a pris la tête du peloton au dernier tour en réalisant une brillante manœuvre pour dépasser son coéquipier, Matt Kenseth. Alors voilà, qui semblait assurer de la victoire. Il a ensuite résisté à une ultime attaque de Martin Truex Jr., bien connu dans sa famille, à la sortie du dernier virage pour remporter le premier Daytona 500 de sa carrière. Mais attention, vous avez vu les images à la télévision et on voit les images présentement. Ça a été la fin de course la plus serrée de l'histoire du Daytona 500. 11 centièmes de seconde, pas 11 dixièmes. 11 millièmes, c'est pire! 0.0011. Ou un autre zéro. En tout cas, c'est serré, là. Pas envie de faire mon Einstein ici à soir. J'ose imaginer l'ambiance qu'il y avait avec tous nos amis de la télé, Alex. Bien, Claude, est-ce qu'ils ont su le vainqueur tout de suite ou ça a pris comme une fraction de seconde? Je pensais que tu l'avais regardé. Non! C'est pas que j'ai pas voulu, François. J'avais oublié. C'est pas pareil. Donc, il reste 15 secondes. Dimanche prochain, c'est le 28 février à 13h. Le Folds of Honor Quick Trip 500 au Atlanta Moore Speedway à Hampton, en Georgie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est drôle. J'ai oublié quelque chose? OK, parfait. Non, mais quoi, il a fini premier pareil, c'est ça? Ah, c'est pas grave. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Je l'ai eu comme il faut, le nom. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye-bye.